Et si la crise du diesel de 2025 n'était pas un simple effet collatéral des sanctions, mais le révélateur de la plus grande faiblesse européenne? Imaginez. Du jour au lendemain, Bruxelles apprend, presque par rumeur, que le flux de diesel russe, vital pour l'économie de l'Union, s'est soudainement tari. Pas de communiqué officiel, pas d'alerte préalable. Juste une réalité brutale. Le diesel qui arrivait discrètement via le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan ou encore l'Arménie ne coule plus. Pour les décideurs européens, c'est l'incompréhension totale. On pensait avoir verrouillé le système, diversifié les sources, construit des stratégies de contournement. Mais voilà que la dépendance à la Russie, masquée derrière des expédients logistiques, explose au grand jour. Les conséquences? Elles sont immédiates. Hausse des prix à la pompe, anxiété dans les entreprises de transport, pression sur les agriculteurs, tension sociale dans les territoires déjà fragilisés. Dans les couloirs de Bruxelles, le choc est palpable. Il n'y a tout simplement pas d'alternative rapide. Les stocks fondent, les marges de manœuvre disparaissent. Pour les pays de transit, c'est une perte sèche, moins de commissions, moins d'activités logistiques et une place géopolitique à repenser. Mais la vraie question, celle qui touche chaque Européen, c'est qui va payer le prix de cette décision prise en silence à Moscou? Le consommateur, déjà étranglé par l'inflation? Les États membres, forcés de puiser dans leur budget? Ou bien l'ensemble du modèle économique européen, placé face à un mur d'incertitude? Cette crise du diesel n'est pas qu'une affaire de pipelines ou de paperasse douanière. Elle menace la stabilité économique et sociale de tout un continent et met les politiques face à leurs propres limites. Pour comprendre comment l'Europe s'est retrouvée piégée, revenons sur la mécanique du commerce du diesel ces dernières années. Comment l'Europe a-t-elle survécu sans importations officielles de diesel russe? Grâce à un labyrinthe de routes grises, invisibles pour le grand public, mais absolument vital pour le fonctionnement de l'économie. Fin 2022, sous la pression des sanctions liées à la guerre en Ukraine, l'Union européenne a officiellement arrêté d'acheter du diesel russe. Mais ce que l'on a peu dit, c'est que cette coupure n'a jamais vraiment eu lieu. Elle a simplement changé de visage. Au lieu de transiter directement, le diesel russe a trouvé d'autres chemins. Les exportations de diesel vers le Kazakhstan, le Kirghizistan ou encore l'Azerbaïdjan ont littéralement explosé. Officiellement, il s'agissait d'approvisionner ces pays pour leur usage propre. Mais en réalité, la majorité de ce carburant reprenait la route, direction l'Europe, discrètement mélangé, rebaptisé ou simplement réexporté. Ce système de contournement a permis à l'Europe de continuer à alimenter ses camions, ses trains, ses usines, sans attirer l'attention sur la source réelle du carburant. Une illusion de coupure, en somme. Pourquoi le diesel russe est-il si crucial? Parce que c'est lui qui, jusqu'ici, permettait de maintenir des prix relativement bas, de garantir la stabilité des chaînes logistiques et de préserver l'emploi dans des secteurs clés comme l'agriculture, les transports ou l'industrie. Sans ce flux, l'économie européenne aurait rapidement étouffé, car les alternatives crédibles manquent cruellement. Les États-Unis? Les quantités disponibles sont limitées, le coût du transport est énorme et la logistique n'est pas adaptée. Le Moyen-Orient? Les raffineries tournent déjà à plein régime et la région reste instable. L'Afrique? Pas prête. L'Amérique latine? Trop éloignée. En réalité, aucun de ces fournisseurs ne peut remplacer, à court terme, le diesel russe. La vérité, c'est que l'Europe est restée accro à une perfusion russe, masquée par des intermédiaires. Cette dépendance cachée a entretenu l'illusion d'une sécurité énergétique retrouvée, alors qu'en coulisses, tout reposait sur la fragilité de ces routes de contournement. Un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre choc. Mais qu'est-ce qui a fait dérailler ce mécanisme quasi officiel? Pourquoi la Russie a-t-elle fermé le robinet, précisément maintenant, sans préavis? Ce geste n'est pas le fruit du hasard ou d'une impulsion soudaine. En réalité, c'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, où chaque détail compte. Pour comprendre ce retournement, il faut remonter à la modernisation massive des raffineries russes ces dernières années. Moscou a investi lourdement pour assurer d'abord son autosuffisance en diesel, puis, rapidement, générer un excédent destiné à l'export. Mais la vraie nouveauté,
c'est que cet excédent, qui inondait jusqu'ici l'Europe via les pays de la CEI, trouve désormais de nouveaux débouchés, principalement en Asie. L'Inde et la Chine, friandes d'énergie bon marché, profitent de rabais importants tout en offrant à Moscou la garantie d'écouler ses volumes sans dépendre de ses voisins de l'Ouest. Mais il y a une dimension plus subtile à cette décision. La Russie commence à se lasser du double discours européen. D'un côté, Bruxelles durcit le ton, multiplie les sanctions, affiche une fermeté politique. De l'autre, l'économie continentale continue de dépendre de l'énergie russe, dissimulée derrière des circuits opaques et des intermédiaires habiles. En stoppant brusquement les flux à travers les pays de la CEI, Moscou envoie un signal. Elle n'a plus besoin de ces jeux de cache-cache. Officiellement, la raison invoquée est la priorité donnée à la demande intérieure. Mais, en coulisses, une instruction très claire a été passée. Limiter drastiquement les volumes exportés vers l'Europe, même via les routes détournées. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Les volumes de diesel réexportés vers l'UE se sont effondrés du jour au lendemain. Pour les pays de transit, comme la Biélorussie ou le Kazakhstan, c'est une catastrophe économique. Leurs recettes fondent, leurs marges s'évaporent, et nombre d'intermédiaires voient s'effondrer des circuits d'affaires qui rapportaient des milliards d'euros. Les banques et les traders européens, qui prospéraient sur ces flux, perdent eux aussi leur influence, et leur capacité de lobbying dans les capitales européennes s'en trouve affaiblie. Ce qui inquiète le plus Bruxelles, c'est la perte soudaine de pouvoir de négociation. L'Europe, qui croyait avoir diversifié ses approvisionnements, se retrouve démunie devant cette volte-face de Moscou. Les marchés sont désorganisés, la volatilité explose, les prix s'envolent, et le consommateur européen en paie déjà le prix à la pompe. Les chaînes logistiques, le transport routier, l'industrie, tous ressentent l'impact, et la peur du lendemain s'installe. Face à cette nouvelle donne, qu'en est-il des conséquences immédiates et des réactions des différents acteurs? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand le diesel manque, ce n'est pas qu'une statistique. Qui trinque et comment les lignes bougent-elles sur le continent? En Allemagne, dès l'annonce, le litre s'est envolé de 12%. Ce n'est pas qu'un chiffre sur une pompe. C'est le prix du transport, des biens de consommation, des récoltes qui grimpent en flèche. Les filières agroalimentaires voient déjà leurs marges fondre, et dans les campagnes françaises, la tension monte. Les agriculteurs, déjà fragilisés, s'inquiètent. Comment labourer, récolter, livrer, si le diesel devient un luxe? La colère gronde, et les syndicats réclament des mesures d'urgence. En Italie, c'est la logistique qui s'affole. Le diesel, c'est le nerf de la distribution, des camions qui relient le nord industriel au sud agricole. Les transporteurs tirent la sonnette d'alarme. À ce rythme, certaines lignes de fret risquent l'arrêt pur et simple. On évoque même un possible rationnement, scénario impensable il y a encore quelques mois. Les ports méditerranéens, eux, regardent impuissants la flambée des coûts du transport maritime. Importer du diesel d'ailleurs? Oui, mais à quel prix? La Pologne n'est pas en reste. Les premiers à sentir la morsure de la pénurie, ce sont les routiers. Dès janvier 2025, les protestations éclatent, les transporteurs demandent compensation et subventions. Une situation paradoxale. Les pays qui ont plaidé pour la ligne dure envers Moscou subissent aujourd'hui de plein fouet les contre-coups. Les marges de manœuvre sont minces, les finances publiques déjà sous tension, et la colère monte dans la rue. Au Benelux, en Europe centrale et dans les Balkans, le constat est amer. S'approvisionner via la mer coûte une fortune, et les alternatives terrestres manquent. Pour ces économies interdépendantes, chaque centime sur le litre menace la compétitivité et les emplois. Mais ce n'est pas qu'une affaire intra-européenne. Kazakhstan, Azerbaïdjan, Arménie, qui servaient jusque-là de pays de transit, voient leurs revenus plonger. Privés de flux vers l'UE, ils se retrouvent à devoir repenser toute leur stratégie énergétique, loin des caméras occidentales. Déjà, à la télévision kazakh, experts et officiels débattent d'un rapprochement accéléré avec Moscou, faute d'alternatives viables et bon marché. En parallèle, des voix s'élèvent en Allemagne. Certains industriels, notamment en Rhénanie et en Bavière, menacent tout simplement d'arrêter leurs lignes si la pénurie perdure. Ce n'est plus une hypothèse,
mais des mises en garde directes qui pèsent sur les discussions entre Berlin et Bruxelles. Ce chantage larvé révèle un malaise bien plus profond. L'économie européenne, déjà chahutée par la stagnation et l'inflation, vacille dangereusement. Le spectre de la récession plane, la peur du chômage se diffuse, et certains politiques n'hésitent plus à remettre en question la pertinence de la stratégie européenne. Les débats se font plus vifs, moins consensuels. On parle, pour la première fois depuis longtemps, du coût réel des choix énergétiques, de la dépendance masquée et d'un possible tournant populiste si la situation perdure. Pour les pays de transit, la perte d'influence est palpable. Ils pèsent moins dans le jeu régional, contraints de composer avec des Moscou redevenus incontournables, alors que leurs alliances étaient pourtant ailleurs. Mais cette crise ne force-t-elle pas, déjà, une réévaluation profonde des doctrines et alliances? La crise du diesel n'est-elle pas l'opportunité, douloureuse, de regarder la réalité en face? Derrière les gros titres et les jeux d'accusation, un constat s'impose. La Russie, en stoppant ses flux, n'a enfreint aucun accord international. Elle a simplement fait valoir ses intérêts, avec une précision froide. L'Europe, elle, se retrouve maintenant confrontée à ses propres choix, à la dureté d'une dépendance longtemps maquillée par des stratégies de contournement, comme si le grey market allait éternellement amortir les chocs. Mais ce marché parallèle n'a tenu que tant qu'il servait Moscou. Le jour où le calcul s'est inversé, tout s'est arrêté net. Pour l'Union européenne, le message est brutal. Il ne suffit pas de multiplier les sanctions ou d'imaginer des routes alternatives pour se libérer d'une dépendance structurelle. C'est une piqûre de rappel sur la nécessité d'adopter une approche pragmatique, de repenser la stratégie énergétique, d'accélérer la diversification, mais aussi, et ce sera le plus dur à admettre, d'accepter certaines concessions dans l'intérêt de la stabilité économique. Continuer à faire l'autruche ou à miser sur des solutions temporaires, ce serait s'enfoncer chaque mois un peu plus dans la crise, avec pour chacun une facture de plus en plus salée à la pompe, des prix qui se répercutent partout, du transport jusqu'aux rayons des supermarchés. Cette crise ne touche pas que l'Europe. Pour les pays de transit de la CEI, qui profitèrent de leur position pour engranger des revenus et jouer un rôle diplomatique, la donne a changé du tout au tout. Désormais, ils sont contraints de revoir de fond en comble leur modèle économique, de songer à de nouvelles alliances, parfois en resserrant leurs liens avec la Russie, parfois en cherchant à moderniser leurs propres infrastructures, mais sans garantie de succès rapide. Les marges de manœuvre se réduisent et chaque erreur de calcul peut coûter cher. Un autre signal, plus discret mais tout aussi révélateur, dans les coulisses, des consultations informelles s'amorcent entre certains représentants européens et russes. Pas de grands sommets ni de déclarations fracassantes, mais des discussions techniques, loin des projecteurs. Ce simple fait prouve à quel point, quand la réalité économique serre la gorge, l'idéologie s'efface et le besoin de solutions concrètes prend le dessus. Au fond, la vraie leçon à tirer de ce Dieselgate, c'est la nécessité d'un retour au réalisme. Refuser de voir la situation en face, ce serait manquer l'opportunité, difficile mais salutaire, d'un virage stratégique. L'Europe doit choisir, continuer à espérer une accalmie ou s'engager enfin dans la construction de solutions durables, quitte à revoir certains dogmes. Quant aux pays de transit, ils devront eux aussi redéfinir leur place entre dépendance et autonomie. Le point de bascule est là. Comment chacun va-t-il répondre? Le diesel ne ment pas. Toute politique qui nie la réalité dépendra tôt ou tard d'un pipeline. Ce qui secoue aujourd'hui l'Europe n'est ni un simple accident de parcours, ni une crise passagère. C'est l'aboutissement d'années de décisions où les slogans ont souvent été préférés à la lucidité, où l'on a cru contourner le problème au lieu de l'affronter en face. Avec un geste presque silencieux, sans menace ni déclaration fracassante, Moscou a simplement fermé un robinet clé, révélant toutes les fissures d'un édifice énergétique construit sur des schémas d'évitement et des accords tacites. Et soudain, la fragilité saute aux yeux. Les solutions alternatives, tant vantées, peinent à masquer la dépendance réelle et profonde de l'Union européenne au diesel russe. Pour Bruxelles, c'est un test de vérité. On peut continuer à faire comme si tout était sous contrôle, à blâmer la météo ou les perturbations extérieures, mais cela ne changera rien à la facture qui grimpe,
ni à l'incertitude qui gagne le terrain. Pour chaque foyer, derrière la pompe à essence ou la facture de chauffage, ce sont des choix politiques faits à distance qui se traduisent en euros, en perte d'emploi, en angoisse grandissante. Et pour les pays de transit, la leçon est rude. Quand on ne contrôle pas la source ni la route, les revenus peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Le véritable enjeu, il est là. Qui détient et contrôle les routes de l'énergie, détient le pouvoir d'écrire les règles du jeu. Ce Dieselgate n'est donc pas qu'un bras de fer entre Bruxelles et Moscou, c'est un rappel brutal que la géopolitique de l'énergie façonne la vie quotidienne. Soit l'Europe ouvre enfin les yeux et adapte ses stratégies avec réalisme pour sortir du piège de la dépendance, soit la crise s'installe durablement et chacun paiera d'abord dans son quotidien, loin des grandes déclarations. Alors, au fond, la question se pose à nous tous. L'Europe saura-t-elle tirer les leçons de ce choc et corriger sa trajectoire, ou restera-t-elle prisonnière de ses illusions? Dites-nous dans les commentaires comment vous voyez la suite, témoin lucide ou acteur impuissant. La suite dépendra aussi de ce que nous sommes prêts à accepter ou à changer.